Il n'aura suffi que de 240 secondes, 4 petites minutes à peine, le temps d'un café tiède, pour plonger les relations franco-israéliennes dans une tourmente inédite depuis les remous de la guerre des 6 jours. Benjamin Netanyahou, fidèle à son art du coup d'éclat millimétré, venait de livrer un réquisitoire glacial contre la politique française au Proche-Orient. Convaincu d'avoir piégé Sébastien Lecornu sur la scène solennelle des Nations Unies, il savourait déjà sa prétendue victoire, le regard mi-arrogant, mi-triomphal, arborant ce fameux sourire de prédateur diplomatique qui l'a rendu si redouté. Pour lui, l'issue ne faisait aucun doute, le jeune chef français novice, dans les joutes de ce théâtre géopolitique, allait s'effondrer, bredouiller des excuses, comme tant d'autres l'avaient fait auparavant, terrassé par l'intimidation du puissant lobby pro-israélien et paralysé par l'épouvantail de l'antisémitisme. Il y avait pourtant un indice minuscule mais révélateur que Netanyahou aurait dû remarquer ce calme étrange presque inquiétant dans les yeux de Lecornu. Rien de cette gêne crispée que l'on observe souvent chez les leaders européens quand la pression monte. Non, lui affichait une sérénité tranchante comme celle d'un joueur d'échecs, prêt à renverser l'échiquier. Et puis, dans un silence de plomb, il se leva lentement, comme si chaque geste était chorégraphié, réajusta sa veste avec ce raffinement typiquement français, planta son regard dans celui de son adversaire et, sans trembler, lâcha d'une voix parfaitement maîtrisée, droite et tranchante comme une lame, « Monsieur Netanyahou, merci. Grâce à vous, le monde vient d'assister à un chef-d'œuvre de ce que votre diplomatie moderne est devenue un cocktail corrosif de suffisance historique et de manipulation affective. » Un silence glacial envahit la salle si profond qu'on aurait pu entendre tomber une plume. Pour la première fois depuis des lustres, Netanyahou paraissait vaciller, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Lecornu lui poursuivit sans ciller, tel un métronome implacable. « Ce que vous venez de faire illustre à merveille votre mécanique habituelle. Dès que l'on pointe vos actes, vous brandissez la mémoire de la Shoah. Dès que l'on évoque vos manquements au droit international, vous transformez la critique en accusation antisémite. Une recette vieille de plusieurs décennies, mais dont l'efficacité désormais s'essouffle. L'atmosphère devint soudain électrique, presque vibrante. Les diplomates échangeaient des regards stupéfaits. Jamais un responsable occidental n'avait osé interpeller un premier ministre israélien avec une telle frontalité, et encore moins dans le temple solennel des Nations Unies. Vous nous accusez d'oublier la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, permettez-moi de dépoussiérer quelques éléments d'histoire que vous semblez avoir effacés de votre mémoire sélective. » D'un geste lent et précis, Lecornu tira un dossier de sa serviette comme on dégaine une arme en plein duel. Il l'ouvrit avec le calme chirurgical d'un médecin en pleine opération à cœur ouvert. Résolution 242. Conseil de sécurité. 1967, retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, ignorés pendant 57 ans. Résolution 338, datée de 1973, appel au cessez-le-feu et au dialogue passé sous silence. Résolution 446, votée en 1969, condamnation des colonies, piétinée sans relâche. Faut-il vraiment que je continue? J'ai ici la liste complète 87 résolutions des Nations Unies, toutes violées par Israël. Oui, vous avez bien entendu, 87. Netanyahou tenta alors de reprendre la parole, mais Lecornu l'interrompit d'un simple mouvement de la main, net ferme, presque impérial. « Je n'ai pas encore terminé, monsieur le Premier ministre. Vous voulez parler de terrorisme? Allons-y. Voici ce que disent les chiffres, ceux des Nations Unies. Même si vous les rejetez systématiquement depuis 2008, les forces israéliennes ont tué 580 Palestiniens, dont exactement 400 étaient des enfants. Pendant ce temps, du côté israélien, 3 civils tués par des attaques palestiniennes. Alors expliquez-nous où se cache dans cette équation la sacro-sainte proportionnalité dont vous vous réclamez à tout bout de champ. Chaque mot frappait comme une flèche bien aiguisée soutenue par des faits, des sources, des chiffres, impossible à contrer. Mais Lecornu n'avait pas encore vidé son carquois. Complice du terrorisme vraiment, la France, M. Netanyahou, a laissé 271 de ses fils tomber sur les champs de bataille d'Afghanistan et du Sahel dans la guerre contre le terrorisme islamiste. Et vous dites-moi,
Combien de soldats israéliens ont risqué leur vie pour défendre les idéaux du monde libre hors de vos frontières? Le total est vite fait 0. Un murmure abasourdi parcourut la salle comme une onde sismique. Cette fois, c'était Netanyahou qui encaissait les coups, contraint de reculer. « Vous parlez de l'Iran. Permettez que je rafraîchisse quelques mémoires sélectives. C'est bien Israël qui, dans les années 80, vendait discrètement des armes au régime de Khomeini en pleine guerre Iran-Irak et l'Afrique du Sud de l'apartheid. N'est-ce pas Israël qui lui a tendu la main pour développer sa bombe atomique? Alors dites-moi franchement, êtes-vous certain de vouloir ouvrir le débat sur le soutien aux dictatures? Lecornu s'interrompit un bref instant, laissant le silence absorber la charge de ses propos. Face à lui, Netanyahou avait pâli comme frappé au plexus. Mais le plus indécent, monsieur le Premier ministre, ce n'est ni votre stratégie, ni vos mensonges, c'est l'usage cynique que vous faites de la Shoah. Vous souillez la mémoire de 6 millions de morts en transformant leurs martyrs en remparts diplomatiques. Tous les rescapés que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose que le plus jamais, ça s'adresse à l'humanité entière. Mais vous vous en avez fait une licence d'impunité, un passe-droit pour justifier l'injustifiable. Et cette fois, le coup porta là où ça fait le plus mal au cœur même du narratif israélien. Sans trembler, Lecornu enfonça le clou. Vous vous érigez en modèle démocratique, mais regardons vos rangs de plus près. Itamar Ben-Gvir, condamné pour incitation à la haine raciale, avec pour décoration dans son salon le portrait d'un tueur de masse, Baruch Goldstein, l'homme du massacre d'Hébron, et votre ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui appelle publiquement à rayer de la carte une ville entière, Ouara. C'est ça votre conception de la démocratie. Netanyahou tenta d'intervenir, mais Lecornu l'interrompit net, sans même lui accorder un regard. Vous aimez rappeler la collaboration française? Très bien. Par souci d'équilibre historique, allons jusqu'au bout. Parlons de celle du mouvement sioniste. En 1933, un certain accord appelé Ahavar fut signé entre les nazis et l'agence juive. Ce pacte permit à des fonds juifs d'être transférés vers la Palestine en échange de quoi le boycott contre l'Allemagne nazie fut levé. Oui, monsieur Netanyahou, même vos prédécesseurs ont su pactiser avec l'ennemi quand cela servait leurs intérêts. Un silence stupéfait enveloppa l'Assemblée. L'audace du retournement était vertigineuse, retourner l'arme historique contre celui qui s'en servait depuis des années. Et Lecornu implacable enchaîna aussitôt comme s'il n'avait fait que commencer. Mais ce qu'il y a de plus révélateur, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas votre passé, c'est votre posture d'aujourd'hui. Face à des critiques sourcées factuelles, rigoureusement adossées au droit international, que faites-vous? Vous répondez par des invectives personnelles et des manipulations émotionnelles. Pas un mot sur nos chiffres, pas une réfutation sur nos constats précis. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous n'en avez pas la capacité. Lecornu s'avança lentement vers le pupitre, désormais en pleine maîtrise de l'instant, comme un chef d'orchestre au sommet de sa partition. La France ne transige pas avec le terrorisme, peu importe qui le pratique, ni sous quel drapeau il se cache. Mais elle ne ferme pas non plus les yeux sur les crimes de guerre, les violations du droit international, ou l'occupation illégale de territoires. Notre ligne est simple, constante, nous défendons les règles communes de la communauté internationale. Vous, en revanche, vous les piétinez allègrement, puis vous criez à l'antisémitisme dès qu'on vous en tient rigueur. Netanyahou lui était désormais acculé. Derrière lui, ses conseillers s'agitaient visiblement nerveux. Mais Lecornu ne ralentit pas. Vous voulez qu'on parle d'antisémitisme parfait. Détester un peuple parce qu'il est juif, c'est cela l'antisémitisme. Contester la politique d'un État, même si cet État s'appelle Israël, c'est exercer un droit démocratique. Et la France, elle sait faire la différence entre une religion millénaire et un gouvernement d'extrême droite qui se retranche derrière elle pour échapper à la critique. Et c'est là qu'il lâcha le coup final, celui qu'on n'attend pas, celui qui brise l'armure. Vous voulez connaître, monsieur Netanyahou, ce qui nous sépare fondamentalement? La France, quand elle a failli, elle a eu le courage de regarder son passé en face. Elle a admis ses fautes, elle a demandé pardon et elle a évolué. Vous vous obstinez dans vos travers. Pire, vous instrumentalisez l'histoire pour les justifier. Voilà pourquoi aujourd'hui vous vous retrouvez seul, même parmi ceux qui autrefois vous soutenaient sans condition. L'effet fut immédiat.
La salle médusée retenait son souffle. Jamais un chef d'État occidental n'avait infligé pareille leçon à Netanyahou et en public. Mais l'écornu n'avait pas encore rendu le micro. Il conclut avec une autorité glaciale: la France défendra toujours le droit d'Israël à vivre en sécurité, mais cela ne signifie pas qu'elle fermera les yeux sur vos transgressions du droit international. Et que cela soit clair, jamais plus nous ne resterons muets face à vos accusations d'antisémitisme, brandies comme des menaces. Cette époque-là est terminée. Le silence par peur, c'est fini. L'écornu referma son dossier d'un geste mesuré, puis retourna s'asseoir dans un silence aussi lourd que saisissant. Aucun applaudissement, aucun murmure, rien que cette sidération collective. Netanyahou, figé, tentait encore de rassembler ses pensées. Il balbutia quelques mots sur une prétendue trahison française et de vagues allusions à l'antisémitisme moderne, mais ses phrases retombaient creuses, étouffées par l'impact du choc qu'il venait de subir. Et puis la déflagration numérique. En quelques instants, les extraits de l'intervention de l'écornu envahirent Internet. Les plateformes s'embrasèrent, les vues s'envolèrent, le mot dièse, laquelle l'écornu vérité s'imposa en tête des tendances mondiales pendant 2 jours d'affilée. Partout, les réactions s'enchaînaient, contrastées, enflammées. Dans le monde arabe, c'était une ovation immédiate. De Casablanca à Bagdad, des rassemblements s'improvisaient pour saluer celui qu'on appelait déjà le De Gaulle des temps modernes. À Ramallah, Mahmoud Abbas parla d'un sursaut d'honneur français. L'Égypte et la Jordanie d'ordinaire prudente exprimèrent leur respect pour ce qu'elles appelèrent un acte de courage rare dans la diplomatie occidentale. Du côté européen, les réactions n'étaient pas monolithiques, mais l'orientation générale restait favorable à Paris. L'Allemagne et l'Italie, tout en usant de prudence diplomatique, ont fait comprendre qu'elles saisissaient parfaitement le sens de la prise de position française. L'Espagne et la Belgique, elles n'ont pas pris de gants, leur soutien fut clair, direct, assumé. En revanche, les Pays-Bas et la République tchèque ont dénoncé le ton jugé trop abrupt du discours de l'écornu, le qualifiant de contre-productif. Outre-Atlantique, l'ambiance fut bien plus électrique. Le Congrès américain s'est empressé de voter une résolution dénonçant les propos du Premier ministre français comme inacceptables. L'AIPAC, fidèle à sa ligne, a immédiatement enclenché une campagne de boycott des produits français. Et pourtant, ironie du sort chez les jeunes Américains dans les campus sur TikTok, dans les cercles progressistes, le discours de l'écornu a trouvé un écho inattendu. Un homme politique français qui ose, voilà qui change. Pendant ce temps, en Israël, les lignes bougeaient aussi, mais dans des directions opposées. La droite israélienne s'est déchaînée criant à la trahison, accusant la France d'alimenter un nouvel antisémitisme. Mais à gauche, le ton fut tout autre. Plusieurs figures intellectuelles saluèrent l'intervention comme un électrochoc salutaire. Des voix comme Amos Oz ou Abraham Yehoshua exprimèrent leur respect pour la clarté, la fermeté et le courage de l'écornu. Mais c'est en France que la secousse fut la plus puissante. Un véritable raz-de-marée dans l'opinion publique selon les derniers sondages. 73% des Français validaient sans réserve la prise de parole de leur Premier ministre. Face à cet enthousiasme populaire inattendu, Emmanuel Macron, jusque-là silencieux et manifestement gêné par l'audace de son collaborateur, n'eut d'autre choix que de sortir de sa réserve. Il dut bon gré mal gré afficher son soutien à l'écornu entraîné par une vague nationale qu'il ne pouvait plus ignorer. Du côté des médias hexagonaux, l'unanimité fut presque historique. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la presse parler d'une seule voix. Libération jubilait, enfin un dirigeant qui ne se couche pas. Le Figaro plus sobre, mais tout aussi admiratif, saluait le retour de la fierté diplomatique française. Pour beaucoup, l'écornu avait fait ce que plus personne n'osait rendre à la France, son ton ferme, sa stature et son indépendance dans les affaires du monde. 3 jours après le choc diplomatique, Netanyahou s'accrochait encore à l'illusion qu'un peu de communication bien rodée suffirait à éteindre l'incendie. Mais le mal était fait. L'impact du discours de l'écornu s'était imprimé dans l'opinion mondiale comme un seau brûlant. Pour la première fois depuis qu'il arpente les couloirs du pouvoir, l'arsenal habituel du Premier ministre israélien, intimidation, culpabilisation, pression rhétorique, n'avait pas fonctionné. Pire encore, ce vieux manuel avait explosé entre ses mains.
L'Union européenne, jusqu'alors prudente, voire passive, sembla réveillée d'un long sommeil. Dopée par l'exemple français, elle réagit avec une vigueur inattendue. Quelques semaines plus tard, des sanctions ciblées furent annoncées contre plusieurs responsables liés à l'expansion des colonies israéliennes. Des ambassadeurs furent rappelés pour consultation. Le message était limpide, l'ère de la complaisance automatique envers Israël venait de prendre fin. Définitivement. Ébranlé par ce revers diplomatique retentissant, Netanyahou vit sa propre majorité commencer à vaciller. Dans les coulisses du pouvoir israélien, la grogne monta. Plusieurs membres de son gouvernement, jusque-là loyaux, lui reprochèrent ouvertement d'avoir jeté de l'huile sur le feu en ciblant la France, sans raison valable, et surtout d'avoir mis en péril les liens déjà fragiles avec le reste de l'Europe. L'homme fort de Jérusalem, habitué à imposer sa ligne sans contestation, se retrouva pour la première fois sur la sellette, dans son propre camp. À des milliers de kilomètres de là, l'effet fut inverse. Du jour au lendemain, le Cornu fut propulsé sur la scène mondiale. Il devint le visage d'une Europe qui ose, qui parle fort, qui ne se laisse plus dicter ses silences. Des universités américaines aux plateaux télévisés internationaux, les invitations affluaient. Le Cornu n'était plus seulement un Premier ministre, il était devenu le symbole d'un leadership européen nouveau audacieux, celui que beaucoup attendaient sans y croire vraiment. 6 mois plus tard, au cœur du Caire-le-Cornu, n'était plus simplement un Premier ministre en déplacement, il était reçu avec tous les honneurs d'un véritable chef d'État. Le tapis rouge, la fanfare, les accolades officielles, tout y était. Le président égyptien, dans un discours aux accents historiques, déclara que la France avait retrouvé sa place naturelle au Moyen-Orient. Et à Ramallah, l'image était encore plus saisissante, des foules entières acclamaient le cortège criant « Vive la France !» comme si Paris avait en 4 minutes réparé des décennies de silence occidental. Mais c'est peut-être une voix plus discrète et pourtant symbolique qui résuma le mieux la portée de cet épisode devenu légende. Dans une interview au New York Times, un ancien négociateur israélien proche de la gauche laissa tomber cette phrase aussi honnête que dérangeante. « Le Cornu nous a rendu un fier service. Il a brisé l'illusion de notre immunité diplomatique. Peut-être qu'enfin il sera devenu impossible pour nous de continuer comme avant, sans conséquence. » Ces fameuses 4 minutes à la tribune des Nations Unies ont fait bien plus que semer la tempête diplomatique du moment. Elles ont fracturé un tabou que l'on croyait indéboulonnable depuis des générations. Elles ont ouvert un passage, une brèche historique, vers une nouvelle manière de parler du Moyen-Orient sans filtre, sans peur, sans devoir invoquer sans cesse les plaies du passé pour justifier les abus du présent. Désormais, invoquer le droit international sans en respecter les principes ne suffit plus, et agiter l'émotion pour étouffer la critique n'est plus une arme invincible. L'histoire, elle retiendra autre chose encore. Qu'un jour de septembre, dans le lieu le plus symbolique du monde moderne, un homme de 39 ans inconnu du grand public, quelques mois plus tôt, s'est levé et il a dit ce que beaucoup taisaient. Et par sa seule audace, il a déstabilisé des décennies de langue de bois diplomatique. Comme le dit un vieux proverbe souvent murmuré mais rarement incarné, il suffit parfois d'un seul homme debout pour que les autres cessent de se cacher derrière leur silence. Mais cette scène d'anthologie à l'ONU n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière cette joute verbale millimétrée se cachait une opération en coulisses, orchestrée avec une précision redoutable. Pendant les semaines qui avaient précédé ce moment décisif, une série de réunions discrètes s'était tenue dans les sous-sols feutrés de Matignon. Seuls quelques initiés y avaient accès. Une cellule restreinte ultra confidentielle composée d'analystes, d'anciens diplomates et de fins connaisseurs du Proche-Orient s'était constituée autour de Le Cornu à l'abri des regards des micros et surtout des fuites. Le premier à être discrètement convoqué, Denis Beauchard. Ancien ambassadeur en Syrie, mémoire vivante de la diplomatie française au Levant, il jouissait d'une aura quasi mythologique parmi les connaisseurs. Lors de leur premier tête-à-tête, ils n'avaient pas tourné autour du pot. « Monsieur le Premier ministre, si vous avez l'intention de défier Netanyahou, ne perdez pas votre temps avec des généralités. Son talon d'Achille, c'est les faits. Il les redoute plus que n'importe quelle invective. » Bertrand Badi, sommité de Sciences Po et penseur influent des relations internationales,
avait été discrètement intégré à ce groupe d'élite. À Lecornu, il avait livré une analyse tranchante. Le cœur de la stratégie de Netanyahou, c'est l'émotion. Il manie la mémoire comme une arme, transforme les traumatismes de l'histoire en rempart politique. Mais si vous l'obligez à jouer sur le terrain du droit du rationnel, il perd ses repères. Dans cette équipe d'ombre, une autre voix fit autorité Marie-Françoise Bechtel. Juriste de renommée mondiale, elle avait une obsession, la précision juridique. Aucune approximation ne sera permise, avait-elle averti. Chaque phrase devra reposer sur une base solide. Chaque chiffre, chaque référence devra pouvoir résister à la pire des remises en question. Et pendant que le monde dormait, Lecornu lui révisait. Nuit après nuit, isolé dans le silence feutré d'un Matignon transformé en quartier général, il apprenait, compulsait, mémorisait. Il pouvait réciter sans hésiter les 87 résolutions bafouées par Israël, énoncer les bilans humains avec une exactitude glaçante et rappeler les trahisons diplomatiques, comme s'il les avait vécues lui-même. Le jour venu, rien ne serait laissé au hasard. Il avait même pris soin, dans la plus grande discrétion, de faire venir à Paris une pointure du droit international, le professeur William Schabas, ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza. L'objectif, passer au crible, chaque mot, chaque donnée, chaque tournure. Rien ne devait être laissé au hasard. Lecornu ne comptait pas improviser. Il voulait que, quelle que soit la direction que Netanyahou prendrait, il ait déjà une réponse prête, précise, imparable. S'il sort la Shoah, vous lui opposez Havara, avait résumé Bochart lors d'une ultime répétition. Il joue la carte du terrorisme, répondez avec les statistiques de l'ONU. Il brandit l'antisémitisme, distingué religion et idéologie. Chaque riposte avait été calibrée comme une pièce d'horlogerie suisse. Rien n'était spontané. Tout était prévu. Mais ce qui laissa les diplomates du monde entier sans voix, c'était la capacité de Lecornu à ne pas trembler. Même lorsque Netanyahou dégaina ses attaques les plus violentes, ses phrases les plus manipulatrices, le Premier ministre français n'a pas scié. Il n'a pas haussé le ton, il n'a pas cédé à l'émotion, il a encaissé puis répondu chirurgicalement. Les allusions de Netanyahou à la collaboration française sous Vichy n'avaient rien d'improvisé, c'était un coup bas parfaitement préparé, destiné à faire vaciller son interlocuteur sur le terrain de la culpabilité historique. Mais Lecornu n'avait pas cédé 1 centimètre. Pas une ride sur le front, pas un mot plus haut que l'autre. Il prit chaque attaque comme un boomerang et les renvoya enrichis, documentés, dévastatrices. Ce duel inattendu sur la scène mondiale avait créé un précédent. Même dans les cercles les plus cyniques de la diplomatie internationale, on parlait désormais d'un « instant Lecornu », cet art de dire non sans s'énerver, de tenir tête sans s'enflammer. Un nouveau style de leadership à la fois méthodique et tranchant, capable de déjouer les pièges les plus classiques du chantage émotionnel. Même à Washington, où les critiques officielles fusaient, certains diplomates laissaient échapper des aveux discrets presque gênés. Il a fait ce qu'aucun de nous n'ose faire ici, murmura un haut fonctionnaire du département d'État, à condition qu'on ne cite pas son nom. Le ton avait changé, et le respect, même silencieux, avait traversé l'Atlantique. Du côté de Berlin, où les mots Shoah et mémoire pèsent comme des monuments, la réaction fut aussi mesurée que significative. Angela Merkel, habituellement d'une extrême prudence dès qu'il s'agit d'Israël, s'exprima sobrement mais clairement. La France est libre de défendre ses positions tant qu'elles s'ancrent dans le respect du droit international. Un commentaire feutré mais qui, entre les lignes, valait approbation. Plus inattendu encore fut le ton adopté dans les cercles de la diaspora juive mondiale. Alors que Netanyahou s'attendait à une condamnation unanime, les réponses furent bien plus nuancées. De nombreux intellectuels juifs de New York à Tel Aviv reconnurent la légitimité des propos français et saluèrent, même parfois du bout des lèvres, parfois franchement, le courage de Lecornu. L'intervention la plus emblématique fut celle de Bernard-Henri Lévy. Dans une tribune publiée dans Le Point, il écrivit « Lecornu a mis le doigt sur une ligne que trop de dirigeants préfèrent flouter, celle entre antisémitisme et antisionisme. Et si Netanyahou la brouille sciemment, c'est moins par ignorance que par calcul politique. » Mais ce fut sans doute l'intervention de plusieurs penseurs israéliens de renom,
qui apporta le coup de théâtre le plus déroutant. Amos Oz, couronné par des prix de la paix internationaux, résuma d'une phrase tranchante « Netanyahou a cherché l'affrontement, il l'a eu ». De son côté, l'historien mondialement reconnu Zeev Sternel n'y alla pas par 4 chemins. Le Cornu a mis sur la table ce que nombre d'Israéliens pensent en silence, mais n'osent murmurer. Ce séisme interne au cœur même du monde intellectuel israélien provoqua une onde de choc politique. Pour la première fois depuis longtemps, l'argument massu du « c'est » de l'antisémitisme ne faisait plus mouche. Pire encore, il se retournait contre son auteur, donnant à Netanyahou l'image d'un stratège dépassé, usé et en total décalage avec la scène mondiale. Les répercussions ne se firent pas attendre. En décembre 2025, l'Union européenne, inspirée par l'audace de Paris, frappa fort des sanctions ciblées, furent votées contre les responsables des colonies. Pour la première fois depuis sa création, Bruxelles parlait d'une seule voix face à la question israélo-palestinienne, un tournant historique. Contre toute attente, l'Allemagne, habituellement championne de la prudence, ne fit aucun obstacle aux initiatives portées par Paris. À New York, au Conseil de sécurité, la surprise fut totale. La France réussit à rallier un bloc hétéroclite autour d'une résolution dénonçant la prolifération des colonies. Et là où tout le monde s'attendait à un veto automatique de Washington, silence radio. Les États-Unis s'abstinrent, une première depuis des décennies. Ce silence volontaire de la part de l'Amérique, encore impensable quelques mois auparavant, résonna comme un tremblement de terre géopolitique. Dans les rues du Caire d'Amman ou de Beyrouth, c'était l'euphorie. Le Cornu, en l'espace de quelques discours, était devenu l'incarnation inattendue du réveil moral occidental sur la question palestinienne. Et ce statut, il le confirma quelques semaines plus tard. En janvier 2026, au Caire, c'est un tapis rouge digne des grands monarques qu'on lui déroula. Abdel Fattah al-Sisi ne mâcha pas ses mots. La France a retrouvé sa boussole au Levant. À Ramallah, Mahmoud Abbas, visiblement ému, organisa une cérémonie officielle en son honneur, déclarant devant la foule « Voici un homme qui ne parle pas en notre nom, mais avec nous. Mais ce qui allait véritablement laisser une empreinte durable, ce n'était ni les communiqués diplomatiques, ni les réceptions fastueuses. C'était l'écho silencieux dans le cœur des jeunes Européens, dans les amphithéâtres d'Oxford, les couloirs de Heidelberg, les salles de classe de la Sorbonne ou les bibliothèques de Bologne, un nouveau mot d'ordre circulait, effet Le Cornu. Des séminaires s'organisaient, des débats enflammés naissaient, des profs changeaient leur programme pour y inclure cette joute verbale entrée dans l'histoire. Le chef du gouvernement français, presque du jour au lendemain, incarnait une Europe redressée, décomplexée, enfin capable de tenir tête aux injonctions, venues d'ailleurs sans baisser les yeux. Et quand Netflix entra dans la danse avec un documentaire événementiel, sobrement titré 4 minutes, qui ont bouleversé le monde, la légende se grava dans le marbre populaire. Monté comme un thriller politique haletant, le film retraçait chaque seconde de cette scène inédite. Plus de 50 millions de spectateurs plus tard, Le Cornu n'était plus seulement un homme politique, il était devenu, dans l'imaginaire collectif, le visage d'un ordre international réinventé. Pendant que Le Cornu savourait son triomphe diplomatique du côté de Jérusalem, c'était l'état d'alerte. L'équipe de communication de Netanyahou, en panique, enchaînait les réunions nocturnes dans l'espoir de maquiller ce qu'on appelait déjà dans les couloirs du pouvoir israélien le naufrage new-yorkais. Mais le mal était fait, l'image du chef du gouvernement hébreu muet face à la tirade chirurgicale de son homologue français s'était propagée comme une traînée de poudre sur les écrans du monde entier. Et chaque tentative de riposte médiatique ne faisait qu'aggraver la perception d'un dirigeant débordé, dépassé et désarmé. Même les médias israéliens d'ordinaire prudents lâchèrent prise. Haaretz, figure de proue du paysage médiatique progressiste, lançait un titre cinglant « Netanyahou victime de sa propre suffisance ». Et Yediot Aharonot, pourtant réputé aligné avec le pouvoir, ne mâchait pas ses mots, une débâcle diplomatique qui affaiblit l'image d'Israël sur la scène internationale. L'effet domino fut immédiat au sein même de la coalition des voix jusque-là discrètes commencèrent à remettre en question la pertinence du leadership de Bibi. Benny Gantz, chef de file de l'opposition centriste, ne rata pas l'occasion de tacler son rival en voulant jouer au dur. Netanyahou à isoler Israël plus que jamais. Ces provocations gratuites nous coûtent cher.
Et même dans les rangs du Likoud, les murmures se transformaient en critiques ouvertes sur la gestion diplomatique erratique du Premier ministre. En France, la secousse fut politique avant tout. D'abord silencieux, presque embarrassé par la verve musclée de son Premier ministre Emmanuel Macron, n'eut d'autre choix que de sortir du bois. Face à une opinion publique littéralement galvanisée, le président changea de ton et afficha son soutien sans équivoque. Les sondages parlaient d'eux-mêmes, près de 8 Français sur 10 se disaient en phase avec la posture offensive de l'écornu, un plébiscite rarissime dans le champ feutré des affaires étrangères. Et contre toute attente, la classe politique française tout entière, pourtant fracturée jusqu'à l'os, se retrouva sur un même tempo. À droite, Marine Le Pen s'étonnait presque. Pour une fois, la France a parlé haut et surtout pour elle-même. À gauche, Jean-Luc Mélenchon saluait le cran de briser l'omerta. Même Valérie Pécresse, d'ordinaire plus tiède, admettait que le cornu venait de ressusciter l'honneur de notre diplomatie. Il n'aura suffi que de 240 secondes, 4 petites minutes à peine, le temps d'un café tiède, pour plonger les relations franco-israéliennes dans une tourmente inédite depuis les remous de la guerre des 6 jours. Benjamin Netanyahou, fidèle à son art du coup d'éclat millimétré, venait de livrer un réquisitoire glacial contre la politique française au Proche-Orient. Convaincu d'avoir piégé Sébastien Lecornu sur la scène solennelle des Nations Unies, il savourait déjà sa prétendue victoire, le regard mi-arrogant, mi-triomphal, arborant ce fameux sourire de prédateur diplomatique qui l'a rendu si redouté. Pour lui, l'issue ne faisait aucun doute, le jeune chef français novice, dans les joutes de ce théâtre géopolitique, allait s'effondrer, bredouiller des excuses, comme tant d'autres l'avaient fait auparavant, terrassé par l'intimidation du puissant lobby pro-israélien et paralysé par l'épouvantail de l'antisémitisme. Il y avait pourtant un indice minuscule mais révélateur que Netanyahou aurait dû remarquer ce calme étrange presque inquiétant dans les yeux de l'écornou. Rien de cette gêne crispée que l'on observe souvent chez les leaders européens quand la pression monte. Non, lui affichait une sérénité tranchante comme celle d'un joueur d'échecs prêt à renverser l'échiquier. Et puis, dans un silence de plomb, il se leva lentement, comme si chaque geste était chorégraphié, réajusta sa veste avec ce raffinement typiquement français, planta son regard dans celui de son adversaire et, sans trembler, lâcha d'une voix parfaitement maîtrisée, droite et tranchante comme une lame. « Monsieur Netanyahou, merci. Grâce à vous, le monde vient d'assister à un chef-d'œuvre de ce que votre diplomatie moderne est devenue un cocktail corrosif de suffisance historique et de manipulation affective. » Un silence glacial envahit la salle si profond qu'on aurait pu entendre tomber une plume. Pour la première fois depuis des lustres, Netanyahou paraissait vaciller, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. L'écornu lui poursuivit sans ciller, tel un métronome implacable. Ce que vous venez de faire illustre à merveille votre mécanique habituelle. Dès que l'on pointe vos actes, vous brandissez la mémoire de la Shoah. Dès que l'on évoque vos manquements au droit international, vous transformez la critique en accusation antisémite. Une recette vieille de plusieurs décennies, mais dont l'efficacité désormais s'essouffle. L'atmosphère devint soudain électrique, presque vibrante. Les diplomates échangeaient des regards stupéfaits. Jamais un responsable occidental n'avait osé interpeller un premier ministre israélien avec une telle frontalité, et encore moins dans le temple solennel des Nations Unies. Vous nous accusez d'oublier la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, permettez-moi de dépoussiérer quelques éléments d'histoire que vous semblez avoir effacés de votre mémoire sélective. D'un geste lent et précis, l'écornu tira un dossier de sa serviette comme on dégaine une arme en plein duel. Il l'ouvrit avec le calme chirurgical d'un médecin en pleine opération à cœur ouvert. Résolution 242. Conseil de sécurité. 1967, retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, ignoré pendant 57 ans. Résolution 338, datée de 1973, appel au cessez-le-feu et au dialogue passé sous silence. Résolution 446, votée en 1969, condamnation des colonies, piétinée sans relâche. Faut-il vraiment que je continue? J'ai ici la liste complète 87 résolutions des Nations Unies, toutes violées par Israël. Oui, vous avez bien entendu, 87.
Netanyahou tenta alors de reprendre la parole, mais l'écornu l'interrompit d'un simple mouvement de la main, net ferme, presque impérial. « Je n'ai pas encore terminé, monsieur le Premier ministre. Vous voulez parler de terrorisme? Allons-y. Voici ce que disent les chiffres, ceux des Nations Unies. Même si vous les rejetez systématiquement depuis 2008, les forces israéliennes ont tué 580 Palestiniens, dont exactement 400 étaient des enfants. Pendant ce temps, du côté israélien, 3 civils tués par des attaques palestiniennes. Alors expliquez-nous où se cache dans cette équation la sacro-sainte proportionnalité dont vous vous réclamez à tout bout de champ. Chaque mot frappait comme une flèche bien aiguisée soutenue par des faits, des sources, des chiffres, impossibles à contrer. Mais l'écornu n'avait pas encore vidé son carquois. Complice du terrorisme vraiment, la France, M. Netanyahou, a laissé 271 de ses fils tomber sur les champs de bataille d'Afghanistan et du Sahel dans la guerre contre le terrorisme islamiste. Et vous dites-moi, combien de soldats israéliens ont risqué leur vie pour défendre les idéaux du monde libre hors de vos frontières? Le total est vite fait 0. Un murmure abasourdi parcourut la salle comme une onde sismique. Cette fois, c'était Netanyahou qui encaissait les coups, contraint de reculer. Vous parlez de l'Iran. Permettez que je rafraîchisse quelques mémoires sélectives. C'est bien Israël qui, dans les années 80, vendait discrètement des armes au régime de Khomeini en pleine guerre Iran-Irak et l'Afrique du Sud de l'apartheid. N'est-ce pas Israël qui lui a tendu la main pour développer sa bombe atomique? Alors dites-moi franchement, êtes-vous certain de vouloir ouvrir le débat sur le soutien aux dictatures? L'écornu s'interrompit un bref instant, laissant le silence absorber la charge de ses propos. Face à lui, Netanyahou avait pâli comme frappé au plexus. Mais le plus indécent, monsieur le Premier ministre, ce n'est ni votre stratégie, ni vos mensonges, c'est l'usage cynique. Il n'aura suffi que de 240 secondes, 4 petites minutes à peine, le temps d'un café tiède, pour plonger les relations franco-israéliennes dans une tourmente inédite depuis les remous de la guerre des 6 jours. Benjamin Netanyahou, fidèle à son art du coup d'éclat millimétré, venait de livrer un réquisitoire glacial contre la politique française au Proche-Orient. Convaincu d'avoir piégé Sébastien Lecornu sur la scène solennelle des Nations Unies, il savourait déjà sa prétendue victoire, le regard mi-arrogant, mi-triomphal, arborant ce fameux sourire de prédateur diplomatique qui l'a rendu si redouté. Pour lui, l'issue ne faisait aucun doute, le jeune chef français novice, dans les joutes de ce théâtre géopolitique, allait s'effondrer, bredouiller des excuses, comme tant d'autres l'avaient fait auparavant, terrassé par l'intimidation du puissant lobby pro-israélien et paralysé par l'épouvantail de l'antisémitisme. Il y avait pourtant un indice minuscule mais révélateur que Netanyahou aurait dû remarquer ce calme étrange, presque inquiétant dans les yeux de l'écornu. Rien de cette gêne crispée que l'on observe souvent chez les leaders européens quand la pression monte. Non, lui affichait une sérénité tranchante comme celle d'un joueur d'échecs, prêt à renverser l'échiquier. Et puis, dans un silence de plomb, il se leva lentement, comme si chaque geste était chorégraphié, réajusta sa veste avec ce raffinement typiquement français, planta son regard dans celui de son adversaire et, sans trembler, lâcha d'une voix parfaitement maîtrisée, droite et tranchante comme une lame. « Monsieur Netanyahou, merci. Grâce à vous, le monde vient d'assister à un chef-d'œuvre de ce que votre diplomatie moderne est devenue un cocktail corrosif de suffisance historique et de manipulation affective. » Un silence glacial envahit la salle si profond qu'on aurait pu entendre tomber une plume. Pour la première fois depuis des lustres, Netanyahou paraissait vaciller, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. L'écornu lui poursuivit sans ciller, tel un métronome implacable. « Ce que vous venez de faire illustre à merveille votre mécanique habituelle. Dès que l'on pointe vos actes, vous brandissez la mémoire de la Shoah. Dès que l'on évoque vos manquements au droit international, vous transformez la critique en accusation antisémite. Une recette vieille de plusieurs décennies, mais dont l'efficacité désormais s'essouffle. L'atmosphère devint soudain électrique, presque vibrante. Les diplomates échangeaient des regards stupéfaits. Jamais un responsable occidental n'avait osé interpeller un premier ministre israélien avec une telle frontalité, et encore moins dans le temple solennel des Nations Unies.
Vous nous accusez d'oublier la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, permettez-moi de dépoussiérer quelques éléments d'histoire que vous semblez avoir effacés de votre mémoire sélective. D'un geste lent et précis, Lecornu tira un dossier de sa serviette comme on dégaine une arme en plein duel. Il l'ouvrit avec le calme chirurgical d'un médecin en pleine opération à cœur ouvert. Résolution 242. Conseil de sécurité. 1967, retrait des troupes israéliennes des territoires occupés, ignoré pendant 57 ans. Résolution 338, datée de 1973, appel au cessez-le-feu et au dialogue passé sous silence. Résolution 446, votée en 1969, condamnation des colonies, piétinée sans relâche. Faut-il vraiment que je continue? J'ai ici la liste complète 87 résolutions des Nations Unies, toutes violées par Israël. Oui, vous avez bien entendu, 87. Netanyahou tenta alors de reprendre la parole, mais Lecornu l'interrompit d'un simple mouvement de la main, net ferme, presque impérial. « Je n'ai pas encore terminé, monsieur le Premier ministre. Vous voulez parler de terrorisme? Allons-y. Voici ce que disent les chiffres, ceux des Nations Unies. Même si vous les rejetez systématiquement depuis 2008, les forces israéliennes ont tué 580 Palestiniens, dont exactement 400 étaient des enfants. Pendant ce temps, du côté israélien, 3 civils tués par des attaques palestiniennes. Alors expliquez-nous où se cache dans cette équation la sacro-sainte proportionnalité dont vous vous réclamez à tout bout de champ. Chaque mot frappait comme une flèche bien aiguisée soutenue par des faits, des sources, des chiffres, impossibles à contrer. Mais Lecornu n'avait pas encore vidé son carquois. Complice du terrorisme vraiment, la France, M. Netanyahou, a laissé 271 de ses fils tomber sur les champs de bataille d'Afghanistan et du Sahel dans la guerre contre le terrorisme islamiste. Et vous dites-moi, combien de soldats israéliens ont risqué leur vie pour défendre les idéaux du monde libre hors de vos frontières? Le total est vite fait 0. Un murmure abasourdi parcourut la salle comme une onde sismique. Cette fois, c'était Netanyahou qui encaissait les coups, contraint de reculer. Vous parlez de l'Iran. Permettez que je rafraîchisse quelques mémoires sélectives. C'est bien Israël qui, dans les années 80, vendait discrètement des armes au régime de Khomeini en pleine guerre Iran-Irak et l'Afrique du Sud de l'apartheid. N'est-ce pas Israël qui lui a tendu la main pour développer sa bombe atomique? Alors dites-moi franchement, êtes-vous certain de vouloir ouvrir le débat sur le soutien aux dictatures? Lecornu s'interrompit un bref instant, laissant le silence absorber la charge de ses propos. Face à lui, Netanyahou avait pâli comme frappé au plexus. Mais le plus indécent, monsieur le Premier ministre, ce n'est ni votre stratégie, ni vos mensonges, c'est l'usage cynique que vous faites de la Shoah. Vous souillez la mémoire de 6 millions de morts en transformant leurs martyrs en remparts diplomatiques. Tous les rescapés que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose que le plus jamais, ça s'adresse à l'humanité entière. Mais vous vous en avez fait une licence d'impunité, un passe-droit pour justifier l'injustifiable. Et cette fois, le coup porta là où ça fait le plus mal au cœur même du narratif israélien. Sans trembler, Lecornu enfonça le clou. Vous vous érigez en modèle démocratique, mais regardons vos rangs de plus près. Itamar Ben-Gvir, condamné pour incitation à la haine raciale, avec pour décoration dans son salon le portrait d'un tueur de masse, Baruch Goldstein, l'homme du massacre d'Hébron, et votre ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui appelle publiquement à rayer de la carte une ville entière, Ouara. C'est ça votre conception de la démocratie. Netanyahou tenta d'intervenir, mais Lecornu l'interrompit net, sans même lui accorder un regard. Vous aimez rappeler la collaboration française? Très bien. Par souci d'équilibre historique, allons jusqu'au bout. Parlons de celle du mouvement sioniste. En 1933, un certain accord appelé Aavar fut signé entre les nazis et l'agence juive. Ce pacte permit à des fonds juifs d'être transférés vers la Palestine en échange de quoi le boycott contre l'Allemagne nazie fut levé. Oui, monsieur Netanyahou, même vos prédécesseurs ont su pactiser avec l'ennemi quand cela servait leurs intérêts. Un silence stupéfait enveloppa l'Assemblée. L'audace du retournement était vertigineuse, retourner l'arme historique contre celui qui s'en servait depuis des années. Et Lecornu implacable enchaîna aussitôt comme s'il n'avait fait que commencer.
Mais ce qu'il y a de plus révélateur, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas votre passé, c'est votre posture d'aujourd'hui. Face à des critiques sourcées factuelles, rigoureusement adossées au droit international, que faites-vous? Vous répondez par des invectives personnelles et des manipulations émotionnelles. Pas un mot sur nos chiffres, pas une réfutation sur nos constats précis. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous n'en avez pas la capacité. Lecornu s'avança lentement vers le pupitre, désormais en pleine maîtrise de l'instant, comme un chef d'orchestre au sommet de sa partition. La France ne transige pas avec le terrorisme, peu importe qui le pratique, ni sous quel drapeau il se cache. Mais elle ne ferme pas non plus les yeux sur les crimes de guerre, les violations du droit international, ou l'occupation illégale de territoires. Notre ligne est simple, constante, nous défendons les règles communes de la communauté internationale. Vous, en revanche, vous les piétinez allègrement, puis vous criez à l'antisémitisme dès qu'on vous en tient rigueur. Netanyahou lui était désormais acculé. Derrière lui, ses conseillers s'agitaient visiblement nerveux. Mais Lecornu ne ralentit pas. Vous voulez qu'on parle d'antisémitisme parfait. Détester un peuple parce qu'il est juif, c'est cela l'antisémitisme. Contester la politique d'un État, même si cet État s'appelle Israël, c'est exercer un droit démocratique. Et la France, elle sait faire la différence entre une religion millénaire et un gouvernement d'extrême droite qui se retranche derrière elle pour échapper à la critique. Et c'est là qu'il lâcha le coup final, celui qu'on n'attend pas, celui qui brise l'armure. Vous voulez connaître, monsieur Netanyahou, ce qui nous sépare fondamentalement? La France, quand elle a failli, elle a eu le courage de regarder son passé en face. Elle a admis ses fautes, elle a demandé pardon et elle a évolué. Vous vous obstinez dans vos travers. Pire, vous instrumentalisez l'histoire pour les justifier. Voilà pourquoi aujourd'hui vous vous retrouvez seul, même parmi ceux qui autrefois vous soutenaient sans condition. L'effet fut immédiat. La salle médusée retenait son souffle. Jamais un chef d'État occidental n'avait infligé pareille leçon à Netanyahou et en public. Mais Lecornu n'avait pas encore rendu le micro. Il conclut avec une autorité glaciale « La France défendra toujours le droit d'Israël à vivre en sécurité, mais cela ne signifie pas qu'elle fermera les yeux sur vos transgressions du droit international. Et que cela soit clair, jamais plus nous ne resterons muets face à vos accusations d'antisémitisme, brandies comme des menaces. Cette époque-là est terminée. Le silence par peur, c'est fini. » Lecornu referma son dossier d'un geste mesuré, puis retourna s'asseoir dans un silence aussi lourd que saisissant. Aucun applaudissement, aucun murmure, rien que cette sidération collective. Netanyahou, figé, tentait encore de rassembler ses pensées. Il balbutia quelques mots sur une prétendue trahison française et de vagues allusions à l'antisémitisme moderne, mais ses phrases retombaient creuses, étouffées par l'impact du choc qu'il venait de subir. Et puis la déflagration numérique. En quelques instants, les extraits de l'intervention de Lecornu envahirent Internet. Les plateformes s'embrasèrent, les vues s'envolèrent. Le mot dièse, laquelle Lecornu vérité s'imposa en tête des tendances mondiales pendant 2 jours d'affilée. Partout, les réactions s'enchaînaient, contrastées, enflammées. Dans le monde arabe, c'était une ovation immédiate. De Casablanca à Bagdad, des rassemblements s'improvisaient pour saluer celui qu'on appelait déjà le De Gaulle des temps modernes. À Ramallah, Mahmoud Abbas parla d'un sursaut d'honneur français. L'Égypte et la Jordanie d'ordinaire prudente exprimèrent leur respect pour ce qu'elles appelèrent un acte de courage rare dans la diplomatie occidentale. Du côté européen, les réactions n'étaient pas monolithiques, mais l'orientation générale restait favorable à Paris. L'Allemagne et l'Italie, tout en usant de prudence diplomatique, ont fait comprendre qu'elles saisissaient parfaitement le sens de la prise de position française. L'Espagne et la Belgique, elles n'ont pas pris de gants, leur soutien fut clair, direct, assumé. En revanche, les Pays-Bas et la République tchèque ont dénoncé le ton jugé trop abrupt du discours de Lecornu, le qualifiant de contre-productif. Outre-Atlantique, l'ambiance fut bien plus électrique. Le Congrès américain s'est empressé de voter une résolution dénonçant les propos du Premier ministre français comme inacceptables. L'AIPAC, fidèle à sa ligne, a immédiatement enclenché une campagne de boycott des produits français. Et pourtant, ironie du sort chez les jeunes Américains dans les campus sur TikTok, dans les cercles progressistes, le discours de Lecornu a trouvé un écho inattendu. Un homme politique français qui ose
voilà qui change. Pendant ce temps, en Israël, les lignes bougeaient aussi, mais dans des directions opposées. La droite israélienne s'est déchaînée criant à la trahison, accusant la France d'alimenter un nouvel antisémitisme. Mais à gauche, le ton fut tout autre. Plusieurs figures intellectuelles saluèrent l'intervention comme un électrochoc salutaire. Des voix comme Amos Oz ou Abraham Yehoshua exprimèrent leur respect pour la clarté, la fermeté et le courage de l'écornu. Mais c'est en France que la secousse fut la plus puissante. Un véritable raz-de-marée dans l'opinion publique selon les derniers sondages. 73% des Français validaient sans réserve la prise de parole de leur Premier ministre. Face à cet enthousiasme populaire inattendu, Emmanuel Macron, jusque-là silencieux et manifestement gêné par l'audace de son collaborateur, n'eut d'autre choix que de sortir de sa réserve. Il dut bon gré mal gré afficher son soutien à l'écornu entraîné par une vague nationale qu'il ne pouvait plus ignorer. Du côté des médias hexagonaux, l'unanimité fut presque historique. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la presse parler d'une seule voix. Libération jubilait, enfin un dirigeant qui ne se couche pas. Le Figaro plus sobre, mais tout aussi admiratif, saluait le retour de la fierté diplomatique française. Pour beaucoup, Lecornu avait fait ce que plus personne n'osait rendre à la France, son ton ferme, sa stature et son indépendance dans les affaires du monde. 3 jours après le choc diplomatique, Netanyahou s'accrochait encore à l'illusion qu'un peu de communication bien rodée suffirait à éteindre l'incendie. Mais le mal était fait. L'impact du discours de Lecornu s'était imprimé dans l'opinion mondiale comme un seau brûlant. Pour la première fois depuis qu'il arpente les couloirs du pouvoir, l'arsenal habituel du Premier ministre israélien, intimidation, culpabilisation, pression rhétorique, n'avait pas fonctionné. Pire encore, ce vieux manuel avait explosé entre ses mains. L'Union européenne, jusqu'alors prudente, voire passive, sembla réveillée d'un long sommeil. Dopée par l'exemple français, elle réagit avec une vigueur inattendue. Quelques semaines plus tard, des sanctions ciblées furent annoncées contre plusieurs responsables liés à l'expansion des colonies israéliennes. Des ambassadeurs furent rappelés pour consultation. Le message était limpide, l'ère de la complaisance automatique envers Israël venait de prendre fin. Définitivement. Ébranlé par ce revers diplomatique retentissant, Netanyahou vit sa propre majorité commencer à vaciller. Dans les coulisses du pouvoir israélien, la grogne monta. Plusieurs membres de son gouvernement, jusque-là loyaux, lui reprochèrent ouvertement d'avoir jeté de l'huile sur le feu en ciblant la France, sans raison valable, et surtout d'avoir mis en péril les liens déjà fragiles avec le reste de l'Europe. L'homme fort de Jérusalem, habitué à imposer sa ligne sans contestation, se retrouva pour la première fois sur la sellette, dans son propre camp. À des milliers de kilomètres de là, l'effet fut inverse. Du jour au lendemain, Lecornu fut propulsé sur la scène mondiale. Il devint le visage d'une Europe qui ose, qui parle fort, qui ne se laisse plus dicter ses silences. Des universités américaines aux plateaux télévisés internationaux, les invitations affluaient. Lecornu n'était plus seulement un Premier ministre, il était devenu le symbole d'un leadership européen nouveau audacieux, celui que beaucoup attendaient sans y croire vraiment. 6 mois plus tard, au cœur du Caire Lecornu, n'était plus simplement un Premier ministre en déplacement, il était reçu avec tous les honneurs d'un véritable chef d'État. Le tapis rouge, la fanfare, les accolades officielles, tout y était. Le président égyptien, dans un discours aux accents historiques, déclara que la France avait retrouvé sa place naturelle au Moyen-Orient. Et à Ramallah, l'image était encore plus saisissante, des foules entières acclamaient le cortège criant « Vive la France !» comme si Paris avait en 4 minutes réparé des décennies de silence occidental. Mais c'est peut-être une voix plus discrète et pourtant symbolique qui résuma le mieux la portée de cet épisode devenu légende. Dans une interview au New York Times, un ancien négociateur israélien proche de la gauche laissa tomber cette phrase aussi honnête que dérangeante. « Lecornu nous a rendu un fier service. Il a brisé l'illusion de notre immunité diplomatique. Peut-être qu'enfin il sera devenu impossible pour nous de continuer comme avant, sans conséquence. » Ces fameuses 4 minutes à la tribune des Nations Unies ont fait bien plus que semer la tempête diplomatique du moment. Elles ont fracturé un tabou que l'on croyait indéboulonnable depuis des générations. Elles ont ouvert un passage, une brèche historique,
vers une nouvelle manière de parler du Moyen-Orient sans filtre, sans peur, sans devoir invoquer sans cesse les plaies du passé pour justifier les abus du présent. Désormais, invoquer le droit international sans en respecter les principes ne suffit plus, et agiter l'émotion pour étouffer la critique n'est plus une arme invincible. L'histoire, elle retiendra autre chose encore. Qu'un jour de septembre, dans le lieu le plus symbolique du monde moderne, un homme de 39 ans inconnu du grand public, quelques mois plus tôt, s'est levé et il a dit ce que beaucoup taisaient. Et par sa seule audace, il a déstabilisé des décennies de langue de bois diplomatique. Comme le dit un vieux proverbe souvent murmuré mais rarement incarné, il suffit parfois d'un seul homme debout pour que les autres cessent de se cacher derrière leur silence. Mais cette scène d'anthologie à l'ONU n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière cette joute verbale millimétrée se cachait une opération en coulisses, orchestrée avec une précision redoutable. Pendant les semaines qui avaient précédé ce moment décisif, une série de réunions discrètes s'était tenue dans les sous-sols feutrés de Matignon. Seuls quelques initiés y avaient accès. Une cellule restreinte ultra confidentielle composée d'analystes, d'anciens diplomates et de fins connaisseurs du Proche-Orient s'était constituée autour de Lecornu à l'abri des regards des micros et surtout des fuites. Le premier à être discrètement convoqué, Denis Beauchard. Ancien ambassadeur en Syrie, mémoire vivante de la diplomatie française au Levant, il jouissait d'une aura quasi mythologique parmi les connaisseurs. Lors de leur premier tête-à-tête, il n'avait pas tourné autour du pot. « Monsieur le Premier ministre, si vous avez l'intention de défier Netanyahou, ne perdez pas votre temps avec des généralités. Son talon d'Achille, c'est les faits. Il les redoute plus que n'importe quelle invective. » Bertrand Badi, sommité de Sciences Po et penseur influent des relations internationales, avait été discrètement intégré à ce groupe d'élite. À Lecornu, il avait livré une analyse tranchante. Le cœur de la stratégie de Netanyahou, c'est l'émotion. Il manie la mémoire comme une arme, transforme les traumatismes de l'histoire en rempart politique. Mais si vous l'obligez à jouer sur le terrain du droit du rationnel, il perd ses repères. Dans cette équipe d'ombre, une autre voix fit autorité Marie-Françoise Bechtel. Juriste de renommée mondiale, elle avait une obsession, la précision juridique. Aucune approximation